David, vous avez été un peu plus loin et je pense que ça va être la grande discussion parce que Rodolphe va bien sûr intervenir. C'est 1933, le titre c'est Adolf Hitler et la première collaboration. Ces hommes qui aimaient le nationalisme plus que la nation. Alors ça, c'est le paradoxe de cet article qui va faire un peu polémique et qui a dû faire polémique, c'est que les nationalismes en fait, ils sont contre la nation. Oui, alors. Oui, c'est un article qui va peut-être pas plaire à tous parce que mon primat dans cette analyse, il est vraiment souverainiste, clairement. 1933, il nous fallait une date parce que c'est le principe du dossier. Oui. C'est une date symbolique évidemment qui a son importance, mais ce sont donc les années 30, toute la période de l'entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre. 1933, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il y a vraiment deux phénomènes liés à ce que j'ai appelé ça les fascismes au pluriel et avec beaucoup de pincettes parce que c'est un terme générique, mais c'est pour faire référence à ce qui s'est passé pendant cette période-là à la fois en Allemagne et en Italie, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de mouvements nationalistes en partie, ils avaient d'autres qualificatifs bien sûr, mais disons qu'ils se voulaient nationalistes. Là, le mouvement, la vague de sympathie qu'ils ont suscité ailleurs en Europe chez d'autres mouvements nationalistes, parfois ça pouvait être des individus, des écrivains, des mouvements politiques, parfois même des États, et qui ensuite ont voulu créer une jonction, une solidarité européenne. Le problème, c'est que ça s'accorde assez mal avec le primat du nationalisme, ce primat étant la nation. Parce qu'en réalité, des révolutions dans l'histoire qui s'inspirent de modèles étrangers, il y en a eu beaucoup, je veux dire, depuis la Révolution française, et ça pouvait déjà être discutable, contestable, mais on n'y voyait pas forcément les mêmes contradictions, parce que finalement, ça pouvait être dans l'essence de ces révolutions quelque chose de plus internationaliste, de plus cosmopolite. Dans le cadre des nationalismes au pluriel, c'est pas tout à fait ça. Alors la critique que je fais porte d'ailleurs moins sur ces régimes-là, ma foi, qui défendaient leurs intérêts avec les conséquences que ça a eu, que sur ceux qui s'y sont ralliés. Et c'est, je pense, une période autant la grande période des nationalismes du 19e siècle, celle du printemps des peuples, qui soit ou non républicain d'ailleurs, était intéressante parce que c'était un patriotisme assez charnel qui était fondé sur les peuples, sur la géographie, sur l'esprit des lieux, sur la terre et les morts aussi, etc. Alors que là, au XXe siècle, on a ce nationalisme, et c'est pour ça qu'il va devenir si dangereux, si criminel et potentiellement si totalitaire, qui est beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus désincarné. Ce n'est pas un nationalisme de peuple, c'est un nationalisme d'idées. C'est pour ça qu'il y a un isme derrière. Et ça aurait pu aller de pair, et peut-être que ça aurait limité la casse, mais il y a un moment donné où ces nationalistes-là, donc ce que j'appelle les fascistes au sens large, ont préféré le nationalisme comme idée à la nation comme réalité charnelle, peut-être parce que justement ils avaient ce rapport très sec aux patries, mais aussi peut-être parce que il y avait un fond quand même très très misanthrope, ce qui fait que le dégoût de son propre gouvernement, c'est pas grave, c'est même une bonne chose, je pense, mais quand ça dérive dans le dégoût de son propre peuple, de sa propre nation, de n'importe quoi, de sa propre histoire, alors là on voit plus tellement ce qu'il y a de national, et je pense en parlant ça, surtout ce qu'on appelle les mouvements collaborationnistes, que ce soit en France, en Belgique, en Hollande, enfin il y a eu un certain nombre de pays européens où ça s'est manifesté et où le discours a été complètement inversé, puisque les résistants, donc les patriotes qui résistaient par exemple au nazisme en France, étaient qualifiés par les collaborateurs de force de l'anti-France. Le discours était complètement inversé, et ça je pense que c'est inquiétant. C'est quelque chose qui se présentait pas à l'époque des nationalismes au 19e siècle, qui est nouveau et qui est toujours quelque part un petit peu chez nous, y compris parmi des gens assez proches de nous sans doute, et dont il faut un peu se méfier. On peut admirer certains pays, certains régimes, certains peuples étrangers, et je pense qu'il vaut mieux créer des liens d'amitié que de guerre avec eux. Néanmoins, on ne doit jamais oublier de quel point de vue est le nôtre et pour qui on se bat. Rodolphe, d'accord ou pas d'accord ? Disons que la période dont parle David est très intéressante, mais par contre, il faut aussi la mettre en perspective, à mon avis, avec le 19e siècle. Moi, je me suis intéressé pas mal aux travaux de Sorel, qui est vraiment un penseur qui a le pied, justement, sur les 2 siècles. Il naît en 1847, il va mourir en 1922. Et pour moi, j'ai pas participé à ce dossier directement, mais si j'avais dû participer, j'aurais sûrement, au lieu de prendre une date particulière, j'aurais plutôt pris la temporalité et ce fameux 19e siècle que Daudet traitait de stupide. Parce que ce 19e siècle, en vérité, il commence en 1792. C'est la fameuse phrase de Goethe au moment de Valmy en disant « Regardez, vous voyez vraiment l'histoire
miroir qui bascule, c'est le départ aussi, l'étincelle qui va créer ce principe de nationalité. Alors comme l'a très bien dit David, ce côté aussi très abstrait, très éthéré de la nation type républicaine. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, à mon avis, ce qui est vraiment pertinent dans le 19e siècle, c'est qu'on a même un lien avec Christophe et le capitalisme. C'est vraiment l'époque où on a un chamboulement et une révolution industrielle, donc technique. On a aussi, cette montée de la bourgeoisie contre l'ancienne aristocratie. Donc là, on peut même faire un lien avec Bernard Lugan, la notion d'honneur. C'est vraiment la monarchie de Juillet, c'est la bourgeoisie triomphante, c'est Walter Benjamin qui disait c'est vraiment l'arrivée de l'homme privé sur le devant de la scène historique. On n'est plus du tout dans des figures justement tutélaires à la du Guesclin ou à la Jeanne d'Arc. Là, on est vraiment dans la société de masse, dans la société, dans la structure. C'est l'affrontement de classe qu'on va retrouver chez les penseurs du socialisme, que ce soit chez Marx ou chez Proudhon. Donc à mon avis, c'est vraiment cette période charnière qui va, à mon avis, déterminer toute cette époque moderne jusqu'à nous, et peut-être même plus que l'entre-deux-guerres. Souvent, on a tendance à se focaliser pour essayer de comprendre la politique moderne sur l'entre-deux-guerres, et à raison. Mais à mon avis, il faut même faut même prendre la chose en amont, et véritablement au 19e siècle, je crois que c'était même Jean Vioulac qui disait assez justement qu'il y avait plus de différence entre l'homme du 18e siècle et nous actuellement qu'entre l'homme du 18e siècle et l'homme de la Rome antique. Donc on a eu vraiment un saut qualitatif, peut-être dans le mauvais sens du terme. Et aujourd'hui, je pense que ça nous donne plus de perspectives pour essayer de comprendre le futur saut, justement, qu'on aura technique avec l'entrée des intelligences artificielles et ce genre de choses. Donc là aussi, on aura prochainement des dates qui vont absolument bouleverser notre rapport, que ce soit, au niveau des sociétés, des cultures ou même de l'homme tout simplement. David, là-dessus? Eh bien, oui, c'est vrai que tout ça, ce sont les produits de la modernité, mais ce phénomène-là qui démarre dans les années 30 et qui, à mon avis, ne s'est pas terminé, c'est délicat à traiter parce que je pourrais dire que ce fascisme, dans le sens où je le prends, c'est-à-dire cette espèce de nationalisme dénationalisé, est la maladie infantile des nationalismes européens, du nationalisme français. J'évite de le dire parce que, ce mot, évidemment, dès qu'on emploie le mot fascisme, on pourrait me reprocher de céder à la facilité en cherchant à diaboliser mes contradicteurs. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas Vous du parlez tout du fascisme historique. Voilà. Mais je retrouve ça malheureusement dans la fascination de certains nationalistes français pour des régimes étrangers ou pour des empires étrangers, que ce soit. Je sais bien que dans Éléments, on a plutôt un tropisme sympathique à l'égard de la Russie. Moi aussi d'ailleurs. Néanmoins, une espèce de poutinolâtrie qu'on voit de temps en temps interroge dans la mesure où Et à l'inverse. Bien sûr, la sympathie qu'il y avait eu il y a quelques années autour de Donald Trump était un petit peu de ce même acabit. On trouve la même attitude dans d'autres parties de la droite nationale à l'égard d'Israël ou parfois de la Chine. Et tout ça peut poser problème parce qu'on sent des gens qui finalement sont très déçus de l'image qui se font du français tel qu'ils voudraient qu'il soit et qui se disent finalement la France avec l'Occident et tout le reste est sur une voie décadente. Donc je remplace cet amour du peuple par l'amour d'un peuple qui n'est pas le bien et que j'idéalise, les peuples slaves par exemple, et ça je pense que c'est très dangereux, mais c'est typiquement un vice d'intellectuel ça. Oui. Ouais, je pense plutôt que c'est des configurations assez différentes, 1930, 2020, on a une société mondialisée, mais cela étant dit, le papier, je trouve comme David qu'il y a des prolongements contemporains sur cette question du nationalisme, parce qu'il y a d'autres nationalismes qui vont se greffer, qui sont des nationalismes paradoxaux. C'est un nationalisme européen qui a été une tentation d'Europe Action, de Dominique Vénère en l'occurrence. Mais Dominique Vénère va l'abandonner, puisqu'il se rend compte c'est une aporie historique, un nationalisme européen. Il va y avoir beaucoup de débats à la Nouvelle Librairie à Éléments, on va essayer de les lancer sur la question de la souveraineté et de l'identité. Rodolphe Carte va y prendre part parce que nous allons sortir un livre de lui dans un mois qui s'appelle Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. Et les identitaires vont répondre à Rodolphe pour créer du débat et de la controverse. Ce sont quand même des gens qui sont assez proches. Mais quand même, je trouve, parmi la jeunesse, émerge de plus en plus un nationalisme, pas trumpien, mais blanc, qui ne repose sur rien. Parce qu'il est absolument intellectuel, abstrait. Derrière mon écran d'ordinateur, je suis... Parce que en effet, le petit blanc, le bas debout, etc. Le personnage Houellebecquien, il est un peu snobé, méprisé, et il est légitime qu'il essaye de défendre ce qu'il est. Donc ce qu'il est, c'est la question de la blancheur de peau, quoi. Et ils sont en train de fantasmer un nationalisme blanc, mais c'est un nationalisme blanc qui est 2.0, dématérialisé, hors sol. Ils sont presque citoyens du monde en réalité, puisque désormais la seule chose qui est centrale, c'est la question du patrimoine génétique.
patrimoine génétique par définition. Oui, parce que des États-Unis à l'Australie, à l'Afrique du Sud. Donc moi je pense que c'est un débat central, en tout cas pas pour notre génération, Patrick et moi, de celle de David un peu moins, mais pour celle de Rodolphe. Hein. Nous en tout cas à la librairie à Éléments, on reçoit beaucoup de jeunes, hein, des vingtenaires, hein, et on sent que ces questions que David pose dans le papier 1933, donc dans l'entre-deux-guerres, se posent, alors pas dans les termes aussi dramatiques hein, qu'ils se posaient il y a 70 ans, 80 ans, mais se reposent et sont de nouveau à l'ordre du jour. Hein. C'est-à-dire que c'est un nationalisme qui est complètement déraciné, donc ça n'a aucun sens. Un nationalisme sans peuple. Sans peuple. Hein. C'est sans peuple, sans histoire. Si, tout à fait. Ouais, oui. Tout aussi, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi, c'est des débats à plusieurs tiroirs. Par exemple, il y a le sujet de l'écologie qui est assez intéressant, parce qu'on a toute une partie entre guillemets de la droite nationale qui va entre guillemets fantasmer un certain prométhéisme en disant, justement, la progression technique, le côté Prométhée, c'est justement ce qui nous font de notre essence, oui, d'occidentaux, ce genre de choses. Alors qu'on a aussi un mouvement beaucoup plus critique, assez, qui trouve une partie de ses sources, je pense, dans les travaux de la Nouvelle Droite, qui les approche de la décroissance qu'on retrouvait chez Alain de Benoît. Là aussi, je pense qu'il faut rendre hommage à Éléments, à Nouvelle École et à Crisis, qui ont été vraiment à l'avant-garde, si je puis dire, intellectuelle sur ces sujets. Donc là, c'est vrai que même sur ces niveaux-là, on a même des divergences parfois assez fortes. Par exemple, je sais qu'un plutôt Rochdy serait plutôt sur une voie plutôt décroissantiste maintenant, mais donc on retrouverait, il y a vraiment des débats de fond. Et oui, c'est assez pertinent parce que par exemple, si on fait un parallèle avec le moment des fascismes, il y avait quand même ce parallèle avec le futurisme, où on avait vraiment une foi dans le progrès, dans l'avancée. C'est tout l'art italien, et on a vraiment une foi quasi eschatologique aussi avec le progrès qui va. C'était une forme de nationalisme révolutionnaire, mais malheureusement pas forcément dans le bon sens du terme, parce que ça rompait avec la partie conservatrice du patriotisme. Voilà. Et cette partie conservatrice, c'était tout bêtement l'amour des siens et l'attachement à sa terre. Et c'est vraiment ce qui manquait. Il y avait quand même aussi le côté homme nouveau qu'on mettait. Et souvent, on a fait le parallèle. Alain de Benoît avait fait un petit livre sur nazisme et communisme. Oui. On retrouve un peu... Marinetti était beaucoup plus radical dans la table rase que ses équivalents soviétiques. Bon, après, ça restait un artiste, mais il était beaucoup plus radical. Il voulait détruire la victoire de Samothrace. Toute l'Antiquité devait être détruite et remplacée par des usines à construire des automobiles.